D'où vient l'argent, vraiment? Puis le déficit du gouvernement, celui dont on entend parler sans arrêt, qu'est-ce que c'est au juste? Ces questions-là ont l'air simples, mais les réponses qu'on nous donne sont souvent basées sur une comparaison qui finalement nous mène complètement en bateau. Alors aujourd'hui, on va démystifier ça ensemble, la création monétaire et la vraie nature du déficit. On a tous déjà entendu ça, pas vrai? L'idée que le gouvernement, c'est comme un gros ménage et qu'il devrait gérer son portefeuille de la même façon. C'est une image forte, une image qui parle, mais c'est précisément cette comparaison qui nous empêche de comprendre comment les finances d'un État fonctionnent réellement. Alors, commençons par le commencement et attaquons-nous à ce mythe. Parce que, vous allez voir, presque toutes nos idées sur la dette et les dépenses publiques en découlent. Et voilà, la distinction fondamentale, elle est juste là. Un ménage, une entreprise, ce sont des utilisateurs de la monnaie. Pour pouvoir dépenser des dollars, il faut d'abord les gagner ou les emprunter. Mais le gouvernement fédéral, lui, c'est l'émetteur de ces dollars. Il ne peut donc jamais en manquer, pas plus qu'un arbitre de soccer ne peut manquer de carton jaune à donner. Il l'écrit. Et ce simple fait, ça change absolument tout le portrait. On pense souvent que le gouvernement a besoin de notre argent, via les impôts, pour pouvoir dépenser. Mais en réalité, c'est carrément l'inverse. Le gouvernement doit d'abord dépenser l'argent et l'injecter dans l'économie pour qu'ensuite, nous, on puisse s'en servir, entre autres, pour payer nos impôts. Bon, si le gouvernement est l'émetteur de la monnaie, est-ce que ça veut dire que tout l'argent qu'on utilise au quotidien vient de là? La réponse pourrait bien vous surprendre. Eh non! C'est en fait confirmé par des institutions aussi sérieuses que la Banque d'Angleterre, par exemple. La grande majorité de l'argent qui circule, ce n'est pas des billets ou des pièces, mais des chiffres dans des comptes de banque. Et ces chiffres, ils sont créés chaque fois qu'une banque commerciale, comme celle de votre quartier, accorde un prêt. Le mécanisme est d'une simplicité désarmante. Quand quelqu'un demande un prêt hypothécaire, la banque ne va pas piger dans l'épargne d'un autre client. Pas du tout. Elle crée de l'argent nouveau en inscrivant simplement le montant du prêt au crédit du compte. Le prêt crée le dépôt. Autrement dit, la monnaie est créée ex nihilo, à partir de rien, par un simple jeu d'écriture. OK, ça nous amène à une autre grosse pièce du casse-tête. Si le gouvernement qui émet la monnaie n'a pas besoin de notre argent pour dépenser, alors pourquoi est-ce qu'on paie des impôts? C'est la question qui tue, n'est-ce pas? Si l'argent peut être créé, pourquoi l'État vient-il en chercher dans nos poches? La réponse nous en dit long sur le véritable pouvoir de la fiscalité. Contrairement à ce qu'on pense, le but premier des impôts, ce n'est pas de financer l'État. C'est avant tout de donner de la valeur à sa monnaie. Parce qu'on est tous obligés de payer nos impôts en dollars canadiens, on est tous obligés d'accepter et d'utiliser ces dollars. C'est ce qui crée la demande. Bien sûr, les impôts servent aussi à plein d'autres choses. Freiner l'inflation, encourager ou décourager certains comportements et évidemment redistribuer la richesse. Cette citation de l'économiste Warren Musler résume l'idée à la perfection. C'est cette obligation de payer l'impôt qui fait en sorte que la monnaie du gouvernement a une valeur. Sans ça, pourquoi est-ce qu'on accepterait ces fameux dollars? Bon, on arrive maintenant au cœur du sujet. Accrochez-vous parce que votre façon de voir le mot déficit est sur le point de changer radicalement. Le déficit du gouvernement, cette chose qu'on nous présente toujours comme une catastrophe, un fardeau pour les générations futures, est en fait, dollar pour dollar, le reflet exact du surplus financier de tout le reste de l'économie, c'est-à-dire nous, les ménages et les entreprises. C'est pas de la magie, c'est juste de la comptabilité. Regardons ça avec un exemple tout simple. Disons que le gouvernement dépense 100 $ dans l'économie, en salaire, en contrat, peu importe, et que, dans la même année, il retire 90 $ en impôts. Résultat, le gouvernement a un déficit de 10 $. Mais la question, c'est où est allé ces 10 $? Il est dans les poches du secteur privé. C'est notre surplus. Le déficit de l'un est toujours le surplus de l'autre. L'encre rouge du gouvernement, c'est notre encre noire. Et ça, c'est le point crucial. Ce n'est pas une opinion, ce n'est pas une idéologie de gauche ou de droite, c'est un fait comptable, aussi certain que 1 + 1 = 2. Ça veut dire que quand on demande au gouvernement d'avoir un budget équilibré, on demande par définition au secteur privé de ne faire aucun surplus. Bien sûr, en entendant tout ça, il y a une question qui vient tout de suite en tête. Si le gouvernement peut créer l'argent et que son déficit, c'est notre richesse, est-ce qu'il y a la moindre limite? La réponse, c'est non. Absolument pas. Mais les limites ne sont pas du tout celles qu'on imagine. Ce n'est pas une question de carte de crédit qui arrive au maximum. La vraie contrainte, elle n'est pas financière, elle est bien réelle. La limite, ce n'est pas la quantité de dollars qu'on peut créer, c'est la quantité de choses bien réelles qu'on peut acheter avec ces dollars. Les travailleurs disponibles, les matériaux, la capacité de nos usines et de nos services. Voilà les vraies limites. Le vrai danger, c'est l'inflation. Si le total des dépenses dans l'économie dépasse notre capacité à produire des biens et des services, eh bien les prix montent.
C'est là que le vrai débat devrait avoir lieu. Avons-nous la main-d'œuvre, les ressources naturelles, les infrastructures et la résilience écologique pour faire ce que nous voulons accomplir? Finalement, ça change complètement la question. On doit arrêter de se demander comment va-t-on payer pour ça et commencer à se demander avons-nous les ressources réelles pour le faire? La première question nous bloque dans un faux problème. La seconde, c'est la vraie question politique et économique. Et c'est là-dessus que je vous laisse. Si la contrainte financière qu'on nous présente sans arrêt est en grande partie un mythe, quels sont les véritables obstacles qui nous empêchent de régler la crise climatique, de bâtir des logements pour tout le monde ou de renforcer notre système de santé? Peut-être que le vrai déficit qu'on a, ce n'est pas un déficit d'argent, mais bien un déficit d'imagination et de courage politique.